La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les essais et le parcours Rhône-Alpes, vous le connaissez, départ du centre routier ici à Mâcon, on va vers Bourg-en-Bresse, on remonte Filet, Genève, Chambéry, on redescend Lyon et on revient ici, une boucle de un peu plus de 400 km histoire de tester les camions. Et aujourd'hui, eh bien, le Volvo FH Aero, vous savez, on a déjà pris en main ce véhicule, on a déjà eu un premier contact. Mais cette fois-ci, on va voir et on va pouvoir comparer le Aero avec le normal. Rappelez-vous, dernier test, nous avions fait un 460 iSave en turbo compound version traditionnelle. Et bien cette fois-ci, même mécanique, mais cette carrosserie Aero, et c'est là où on va voir si ça fait une différence sur la consommation. Sans plus attendre, un petit tour à l'intérieur et ensuite on part sur le parcours. Tiens, juste avant de passer à l'intérieur, jetons un œil quand même à l'extérieur. Aéro, ça signifie quoi? Eh bien, tout simplement de nouvelles lignes très aérodynamiques. Une face avant qui a été rallongée de façon à être plus profilée. Lorsqu'on le regarde de profil, on s'aperçoit qu'il y a un petit nez. Et évidemment, toutes ces lignes sont complétées par de nouveaux ajouts de déflecteurs d'air. En haut, en bas, on voit que l'air est vraiment canalisé de façon à optimiser la pénétration dans l'air et donc la consommation. Mais vraiment ce qui change, c'est cette face avant, beaucoup plus ronde, beaucoup plus fluide. Il n'y a plus bien de visière, etc. Et on est vraiment sur un véhicule ultra lisse de façon à ce que l'air vienne filer sur la carrosserie. C'est sûrement ça qui fera la différence à la fin de notre essai. Au niveau look, évidemment, ça change. Alors au début, on a toujours eu quelques remarques. Moi, personnellement, maintenant, je m'y suis fait et je suis plutôt séduit par ce nouveau look. Il ne faut pas s'étonner, tous les camions vont de toute façon changer de ligne et aller en cette direction. En tout cas, pour le Volvo, c'est net. On voit vraiment la différence et on est une vingtaine de centimètres plus long qu'un camion normal. Allez, on va à l'intérieur. Alors, avant de prendre la route, je vous l'ai dit, on va passer à l'intérieur. Regardez, j'ai retiré mes chaussures. Pour une fois, je n'aurai pas au moins de remarques. Bon, la colonne de direction Volvo, pas besoin de vous en faire des caisses. C'est juste ce qui se fait parmi les meilleurs du marché, puisqu'on peut réellement choisir sa position, le siège. Alors évidemment, la couchette étant un peu grande, si vous êtes grand gabarit, ça va être compliqué de reculer, vous êtes bloqué. Ça, c'est peut-être un bémol. Le levier de vitesse, il est ici. Alors même si on ne s'en sert plus trop souvent, il est là. Il est escamotable, donc il ne nous gêne pas pour passer de ce côté. Niveau intérieur, il n'y a rien qui change, soyons clairs. On est réellement dans un ADN de Volvo. On a du rangement, on a toutes les options dans ce camion. Une belle sellerie, un mix de cuir ventilé. Enfin, bon, on a vraiment tout ce qu'il faut. J'ai déjà dit, c'est vrai que vous n'aurez peut-être pas tous le même camion. Les coffres arrière-cabine, alors une seule couchette évidemment. Grande couchette avec le dossier qui se règle, ça c'est plutôt pas mal pour la pause. Vous pouvez regarder une télé si vous avez l'option en haut ou bien bouquiner, vous serez tranquille dans ce camion. Alors pas de clim de nuit sur ce modèle, pas de clim de nuit, ça c'est bon, il suffit de cocher l'option à la commande, mais celui-là ne l'a pas, il est pas équipé, donc ça c'est un petit point en moins, je dirais, parce que aujourd'hui ça devrait presque être obligatoire. Donc les rétros, on les verra tout à l'heure lorsqu'on roulera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça n'a plus rien d'exceptionnel d'avoir des rétro-caméras, c'est du commun. Et d'ailleurs à ce sujet, la nuit, si vous avez le moindre doute, si vous entendez un bruit, vous avez un petit écran derrière, vous appuyez dessus et clac, vous venez allumer vos rétroviseurs pour lever le doute concernant les potentiels visiteurs de la remorque. À l'intérieur, on retrouve évidemment les tiroirs coulissants, en fait tout ce que l'on connaît d'un Volvo, les coffres de rangement en haut. Très franchement, vous n'aurez pas de mal à partir à la semaine avec un tel camion, surtout dans une finition comme ça.
il n'y a rien à dire, on est réellement avec un FH et le FH que l'on connaît, aéro, pas aéro, ben ça ne change rien à l'intérieur, hein. C'est juste à l'extérieur que le look est modifié. Dedans, vous retrouvez le Volvo dont auquel vous êtes habitué, hein, dont vous avez l'habitude. Au niveau des commandes, c'est pareil, l'écran central, toujours bien, hein, notamment lorsque vous avez la VDS, etc. Vous pouvez venir régler beaucoup de choses. Vous avez un vrai ordinateur de bord, hein, pour voir vos consommations, vos vitesses moyennes. Vous pouvez décomposer les trajets. Ça, pour les essais, très franchement, ça nous sert énormément. Voilà. En tout cas, pour moi, il n'y a rien à trop critiquer sur le Volvo, plein de petits détails, hein. Le petit miroir si vous voulez vous raser ou bien vous maquiller si vous êtes une femme, ça paraît tout bête, hein, mais chez les autres ça n'existe pas, donc Volvo ils y ont pensé. Idem sur le coffre du milieu, hein, il est beaucoup moins en retrait, donc quand vous vous levez, eh bien, vous ne tapez pas la tête dedans, vous avez le petit truc, le petit miroir dont je vous parlais, vous voyez c'est un détail, hein, mais franchement c'est super top. Voilà, un camion facile à vivre, hein, des rangements. Avec dans celui-là, en plus, ben, pas mal d'options, hein. Ça, la cafetière, le grand frigo, bon, tout ça, je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait presque que ce soit d'origine, hein, que ce ne soit pas une option, hein, ce serait pas plus mal. Des grands coffres sous la couchette, ça aussi, ça peut servir. Alors, ne pas oublier de basculer un peu les sièges avant de lever la couchette, hein, parce que autrement vous êtes bloqué, mais dessous de grands coffres de rangement. Il y a pas mal d'espace. Alors c'est vrai, ce n'est pas la cabine XXL, ce n'est pas la rallongée de chez Volvo, mais déjà un globe-trotteur comme ça, je dirais que ça fait le boulot. Et aéro ou pas, ben, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Allez, on passe direct à la route pour le tour du propriétaire. Disons que c'est fait. Validé. Allez, avant de partir, juste petit détail concernant le tableau de bord, l'écran de contrôle. Alors vous savez, j'ai reproché au cousin du Volvo l'autre jour d'avoir une barre des tours minutes qui était quand même pas très lisible. Là c'est beaucoup plus visible et surtout on a la possibilité de changer son écran central. Il suffit de jouer avec le joystick ici, enfin en tout cas la commande au volant, et on peut adapter, avoir le GPS ou si on veut à tout moment savoir le poids de son ensemble, etc. On a beaucoup d'informations. Idem sur le menu qui défile à droite, à tout moment vous pouvez avoir la pression turbo, le niveau d'huile, etc. Vous avez beaucoup d'informations. Et concernant l'écran central, là encore en touchscreen, hein, avec le simple mouvement du doigt, vous pouvez sélectionner les différents systèmes, dont la fameuse VDS, vous savez, cette direction électrique, hein. Vous pouvez vraiment régler votre camion à votre guise, c'est-à-dire avec plus de retour, une direction light, plus de réponse, jouer la stabilité, ou bien par défaut, vous pouvez vraiment configurer votre camion comme vous voulez. Et la magie de tout ça, c'est que quand vous aurez enregistré votre radio préférée, votre façon de conduire, ou en tout cas d'avoir la direction, ben quand vous remettrez votre carte de conduite, tous ces réglages reviendront. C'est-à-dire que même si quelqu'un d'autre utilise le camion et a envie de le configurer à sa façon, eh bien vous, quand vous revenez, vous insérez votre carte et tout revient comme avant. Donc ça, il n'y a rien de nouveau, hein. C'était déjà le cas sur les Volvo FH. L'aéro, évidemment, est exactement dans la continuité de tout ça. Mais ça, c'est plutôt pas mal et c'est un bon point pour le FH. Ça y est, me voici sur la première étape, hein, de notre parcours. Vous savez, c'est celle qui nous mène de Mâcon, direction Bourg-en-Bresse, et ensuite on file vers Genève sur la 40. C'est une partie assez piégeuse, hein. Il y a pas mal de petites montées, petites descentes, des faux plats. Et bien là, on voit réellement que le camion utilise le fameux IC, hein, vous savez, ce système de prédiction. On voit vraiment que le camion optimise la chose. Il vient se laisser glisser quand il faut, il vient réaccélérer quand il faut. Il fait le boulot, il n'y a rien à dire. On voit que c'est efficace et franchement, je pense que ça, sur la conso, ça va avoir un effet bénéfique, hein. On l'avait déjà constaté la dernière fois, hein, c'est vraiment le grand pas en avant de Volvo, cette gestion, hein, qui anticipe et qui optimise au maximum. Il se laisse même glisser 91, 92 sur des petites portions.
alors que je vous rappelle, on est réglé à 85, c'est-à-dire que on roule à 85 pour pas être gêné par les matières dangereuses, enfin vous connaissez le principe. Eh bien, dans les descentes, vous voyez là, il s'est laissé mourir un peu en montée, on était à 83, et maintenant il se laisse glisser, 86, 87, 88, ben, c'est exactement ce qu'il faut faire, et ça, normalement, à la fin, ça a un effet très bénéfique. Allez, on continue, je vous en disais plus tout à l'heure, dès qu'on attaquera les premiers cols, puisque là, on va voir, pour un 460, généralement, c'est un peu plus compliqué. Je ne vous en dis pas plus, on continue, on se retrouve tout à l'heure. Allez, ça y est, nous sommes au col de Seigne, premier point de mesure. Hein. Alors, si en bas on est arrivé à 90 km/h parce que le camion s'est laissé glisser, évidemment, dès qu'on attaque le dur, ça change de musique. En tout cas, pour l'instant, le camion est sur son 11e rapport, il avait anticipé, il est à 1200 tours minute, il monte correctement. Alors aujourd'hui, la voie des véhicules lents est neutralisée. Ça, c'est un problème si on a un camion devant, mais pour l'instant la voie est libre, donc ça ne change rien. Je laisse faire le camion, je vois qu'il descend à 1000 tours, voire 950 tours, et il engage le 10e rapport. C'est ça aussi le turbo compound, il vient chercher très très bas. Je vous rappelle que le couple maxi du 460 est à 2600 tours, 2600 Nm, ce qui est quand même énorme, et ceci disponible de 900 tours à 1250 tours, donc une belle marge, et en tout cas des réserves qui se reprennent très bas. Idem, on est en dessous des 1000 tours, il vient rétrograder, 9e rapport, on remonte à 1200 tours, on voit qu'il est dans sa zone de confort, son couple maxi, réellement entre 1000 et 1200 tours minute. C'est là où il force. Alors évidemment, 40 tonnes, col de Seigne, le verdict est simple, on est à 46 km/h. Donc autant dire qu'on n'est pas quand même collé au siège, mais disons que ça tracte, c'est constant, et ce qui est important de voir, c'est qu'il choisit la stratégie couple plutôt que la stratégie puissance. Au point intermédiaire, ici, je suis à 1150 tours minute, 9e rapport, 45 km/h. Voilà, ça c'est le point intermédiaire, 1150, 9e rapport, 45. C'est pas rapide, mais il reste dans sa zone éco. Donc on verra à la fin si ça a joué pour la consommation. Le camion choisit une stratégie réellement surprenante. On reste à 900 tours, toujours en 9e rapport. Je suis dans le dur, mais là je suis à 37-38 km/h. Je suis vraiment doucement. Alors j'ai les warnings, je laisse faire le camion, mais honnêtement je crois que je ne suis jamais monté aussi doucement dans le col de Seigne. Je laisse faire le camion et c'est lui qui choisit la stratégie. Ça y est, 8e, 1100, mais on est réellement au ralenti. Ça, sur la vitesse moyenne, je pense que ce sera une incidence. Alors c'est sûr, peut-être la conso ce sera bien, mais en vitesse moyenne ce sera peut-être compliqué. Allez, il reprend sur la deuxième partie du col. On voit que là il a plutôt tendance à venir rechercher non plus le couple mais la puissance. On monte à 1500 tours, là la vitesse remonte, 45-46 km/h. Honnêtement, dans la vraie vie, aucun d'entre vous aurait laissé faire ça au camion. Hein. Vous auriez rétrogradé, vous auriez mis plaie au plancher, on n'aurait pas supporté de monter à 35 km/h. Vous connaissez notre règle, on essaye de laisser faire au maximum le camion pour justement voir les points forts et les défauts du véhicule. Ce point-là, c'était loin d'être un point fort, hein. Mais là, il a semblé comprendre ce qui se passait. On monte à 50 km/h, 1600, et il vient au contraire chercher la puissance. Changement de stratégie. Souvenez-vous, on avait eu un peu ça, il me semble, avec le dernier Renault que l'on avait essayé. Deux stratégies suivant l'endroit où on se positionnait dans le col. Bien là, c'est la même chose, mais avec 460 chevaux, la vitesse moyenne, elle en prend un coup. Allez, nous arrivons à la fin du col de Seigne. Alors, autant vous dire que là, il a repris un peu d'air, hein, il respire un peu mieux. Nous sommes donc sur la fin. La vitesse remonte progressivement. 11e rapport. Au point de contrôle, top 80 km/h. 12e rapport.
950 tours minute. Voilà, 950 tours minute et 8 minutes 26 très exactement. Voilà, on est revenu à la normale sur la fin du col. Donc un peu moins de 1000 tours minute, 12e rapport, 80 km/h et 8 minutes 30 pour faire simple, pour franchir le col de Seigne. On comparera avec l'ancien 460, mais franchement, j'étais jamais, enfin en tout cas, j'avais jamais eu un coup de mou comme ça au milieu du col. On verra ce que ça donne à la fin. Allez, on continue parce que vous savez, après la montée, la descente est là, pas de void sur ce camion, donc on va voir comment ça se comporte sur la descente du col de Seigne. Me voici donc dans la descente, cette fameuse descente après le col de Seigne, ça descend à 6%. Et le secret, surtout quand vous n'avez pas de ralentisseur secondaire, c'est de démarrer à la vitesse indiquée. Et donc j'ai programmé ici sur le volant ma vitesse de descente. Vous avez un petit bouton, vous programmez, j'ai mis 70 et là je le laisse faire. Donc j'ai attaqué à 70 et ça, je pense que c'est la clé du succès parce que freiner un camion sans ralentisseur secondaire, c'est plus compliqué. Et là pour l'instant, ma foi, je dois admettre que ça descend à 70, 69. Il tient la cadence uniquement avec le VEB+. Donc c'est ce frein à décompression. Alors le nouveau modèle évidemment est bien plus efficace, c'est quasiment 30% de plus que l'ancien modèle. Vous savez que c'est la tendance sur beaucoup de camions aujourd'hui. Et là, je suis bien obligé de constater que pour l'instant ça suffit. Il tient les 70. Je suis sur le 9e rapport, je suis allé à 1700, 1750 tours minute, donc entre guillemets dans ma zone bleue, dans ma zone de retenue. Le moteur ne hurle pas trop et ça descend de façon constante. Franchement, ça fonctionne. Peut-être une question, Stéphane, do we have the trailer brake on this one? Or, yeah. Aussi, il faut que je reparle en français, nous avons le trailer brake. Vous savez, si ça vient à dépasser, on a le frein de remorque qui vient stabiliser la vitesse. Perso, sur cette partie-là, je le sens un petit peu, là, voilà, à ce moment-là, de temps en temps, il se met, il se relâche. Vous avez une indication au tableau de bord qui vous le dit. Il vient mettre des petits coups. Alors évidemment, c'est de l'usure en plus, puisque là, ce n'est pas le ralentisseur secondaire. Mais en tout cas, ça fonctionne. On a vu que je suis descendu à 70. Donc la combinaison VEB+, et trailer brake, ça fait le travail. Un point dont je n'ai pas parlé, c'est vrai parce que maintenant on y est carrément habitué, ces fameux rétro-caméras, qui sont, ma foi, hyper efficaces. On n'y fait même plus attention, je dirais. Alors au début ça surprend, mais au final on y est habitué et il n'y a plus de différence. Allez, petite aparté pour évoquer la sensation de conduite. Alors évidemment, je suis dans un Volvo, donc difficile de critiquer, soyons clairs. Aujourd'hui, la position de conduite, la colonne de direction, tout ça, c'est vraiment bien. J'ai la correction de trajectoire, alors ça, on peut aimer ou moins aimer, mais en tout cas, c'est efficace. Petite faute d'inattention et clac, le camion se remet dans la voie. Ça, c'est plutôt pas mal. Et au chapitre des désagréments, ou en tout cas de ce qui peut irriter et qui n'est pas lié à Volvo, je vous rassure, mais à tous les camions aujourd'hui, c'est le bip bip. Vous savez, les fameux avertisseurs sonores. Et aujourd'hui, avec GRS2, il y a énormément d'avertisseurs. Clac, vous êtes dans une zone de travaux, vous êtes à 72 au lieu de 70, bip bip. Vous laissez la bip bip, vous franchissez bip bip. On a du bip bip partout. Et le Volvo, eh bien, il est comme les autres, mais quand même un peu moins désagréable que les autres. Parce qu'il y en a d'autres qu'on a essayé récemment qui étaient beaucoup plus désagréables.
Alors il y a du bip bip, alors c'est vrai, ça fait partie du jeu, ça va vous rappeler à l'ordre tout le temps. C'est vrai que ça peut éviter des fautes d'inattention, hein, notamment récemment, hein, avec un véhicule perso, pas un essai, je me suis fait flasher parce que le système de prédiction était dans les travaux, il était à 70, il avait bien prévu les travaux et tout d'un coup il s'est mis à accélérer, si ce n'est que j'étais toujours dans les travaux. Il y avait un radar de travaux, 71 retenu pour 70, bim, 45 €, voilà, c'est un peu ralent. C'est vrai qu'on peut faire confiance à toutes ces assistances, mais malheureusement, l'homme, enfin, ou heureusement d'ailleurs peut-être, l'homme est quand même au centre du système, donc garder un œil sur la machine, c'est pas forcément mauvais. Allez, deuxième col que l'on va chronométrer, vous connaissez la formule, le col des Vires, et c'est au passage du pont que j'enclenche le chrono. Top, c'est parti. Vous voyez, on fait l'ancienne, un bon vieux croix, et au moins on a toutes les indications. Alors, particularité pour les habitués, vous savez que ce col se franchit en plusieurs étapes. Il y a une première partie qui est assez dure. Notre point de contrôle était au panneau intermédiaire, hein, où on a la sortie à 2000 mètres. C'est là où on vient faire le point de mesure intermédiaire, et ensuite tout en haut du col des Vires. Mais là, vous allez voir, on va se relancer en plusieurs fois. On a attaqué à 85, en bas on s'est laissé glisser, on est venu à 85, et le camion, toujours pareil, reste sur la première partie, sur sa stratégie de couple. On est à 900 tours minute, hein. Ça, c'est possible grâce au turbo compound. Le turbo compound, c'est quoi? Vous savez, c'est cette récupération des gaz d'échappement qui vient redonner un coup de boost via une cascade de pignon au vilebrequin, c'est-à-dire qu'on va venir chercher beaucoup plus bas. Et en fait, avec 460 chevaux turbo compound, on a 2600 Nm de couple, ce qui équivaut à un 480 voire un 500 plus classique, hein. C'est ça qui permet d'avoir un moteur plus basse puissance, tout en conservant ce couple qui va venir aider le camion. Et niveau consommation, c'est bien là le secret. On l'avait vu, rappelez-vous, avec le Renault, hein, le 480, pareil, turbo compound, hein, le même style de moteur, hein, puisque c'est la même famille et ce sont des cousins. Eh bien, ça valait un 500 largement. Et bien là, c'est pareil. Si 460, ça peut paraître faible sur la portière, croyez-moi, en termes d'efficacité et de couple, ça fonctionne très bien. Allez, on rentre dans le dur, on est toujours en 12e, et pour l'instant, il est à 1100 tours minute. On va voir, dès que l'on attaque le costaud, évidemment, là, la vitesse descend. Petite anecdote, on était quand même en montée, et il était monté à 87-88 km/h, alors que je suis sur une programmation à 85. Pourquoi? Tout simplement parce que quand ça force pas, il vient prendre de la réserve pour bien pas s'affaisser au milieu. Là, on le sent, on est dans le dur. Évidemment, ça descend, 72, 71, 70. On est sur le 11e rapport, toujours aux alentours de 1000 tours, 1100 tours minute. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. On va arriver au point de contrôle. Donc là, la vitesse, évidemment, a chuté. On se fait doubler par les camions qui sont vides. Je rappelle que nous roulons à 40 tonnes. Donc, on joue le jeu, hein, puisque la moyenne nationale est bien en dessous de ça. Au panneau intermédiaire, l'annonce de la sortie 19 à 2000 mètres, je suis à 58 km/h, 10e rapport, et 1150 tours minute. Donc 1150, 10e rapport, c'est pas mal. On voit que pour l'instant, il n'a pas chuté comme tout à l'heure dans le premier col. On s'en dit plus tout à l'heure. Pour l'instant, on continue l'ascension du col des Vires. Allez, deuxième partie du col des Vires. Vous avez vu, on a un petit problème de micro, tout simplement parce que la batterie est vide, hein, donc il n'y a pas de chichi. On vous montre les coulisses, c'est ça aussi la réalité. Mais pour revenir au camion, eh bien, on a vu, on a réaccéléré au milieu, et là, dernière partie sur les 1000 derniers mètres avant l'aire de repos, là où on viendra couper la mesure, eh bien là, on sent que ça redescend. On est toujours 1100, 1200 tours. On va descendre la vitesse. Et il va peut-être même conserver le rapport. On vient vraiment tomber, mais
il ne veut pas venir chercher la puissance, il reste sur le couple. Alors ça, c'est une stratégie qui risque de payer sur la consommation. En revanche, il faut pouvoir le supporter. Je peux vous dire qu'on est à deux doigts de venir mettre un kickdown, mais ça viendrait planter la consommation. Dans la vraie vie, je ne suis pas sûr que tout le monde supportera ça. Voilà. Là, il s'est relancé, il passe le rapport, il continue à accélérer. Si on laisse faire, ça doit être efficace en termes de conso, mais niveau sensation de conduite, croyez-moi, ça démange. Allez, nous voici sur l'aire de Fontanelle et vous savez, c'est là où on va faire le break, hein, la coupure. Et si je regarde, hein, si je me porte au résultat, ma foi, c'est pas mal. Hein. On est, alors, chrono, on n'est pas vite. Hein. De toute façon, on l'a vu tout au long du test. Mais en revanche, niveau consommation, j'ai déjà 1 litre de moins que le FH 460 non aéro de la génération précédente. Ce qui fait que les chiffres annoncés par Volvo, une réduction de consommation de moins 5%, je crois que ça va être possible. On verra tout ça évidemment à la fin. Maintenant, petite pause resto. Mais en tout cas, niveau consommation de gasoil, c'est sûr, on fait mieux que la dernière fois. Ça y est, troisième étape de notre parcours, dernière étape d'ailleurs, hein, puisqu'on part de l'aire de Fontanelle après notre break de 45 minutes. On descend par la 43 et on se dirige vers Lyon et ensuite on reprendra, on va longer Saint-Exupéry et on reprendra la 6 pour retrouver Mâcon. Alors c'est vrai, hein, c'est à chaque fois la même chose, c'est l'étape la plus facile, je le vois à la consommation moyenne. Hein. Là ça chute, ça chute, ça chute. C'est aussi l'intérêt de cet essai, on a vraiment 3 étapes différentes avec au départ un mix assez facile mais avec des faux plats. La deuxième étape qui est la plus terrible, où là vraiment on va passer les cols dans les Alpes, et cette troisième étape où on se laisse glisser, c'est là, soyons francs, où on va avoir le meilleur game avec cet aéro. Hein. C'est là où on va avoir réellement ce game parce que la vitesse moyenne sera élevée. Soyons honnêtes, dans les cols à 40 km/h, vous gagnerez en aéro, ça c'est un fait. Mais tout ça, on le verra peut-être pendant la conclusion. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de sensation de conduite, ça déroule. Il y a une insonorisation du camion qui est très très bonne. Hein. Le fait de ne plus avoir de visière, on n'a pas d'air qui vient perturber, ou en tout cas on n'a pas de bruit perturbateur. À l'intérieur, hein, comme on l'a vu au départ, il n'y a rien qui change, hein, c'est un FH. Des choses basiques, mais quand même très bien, ce pare-soleil latéral. Alors c'est vrai, hein, c'est basique, c'est manuel, mais c'est vraiment super efficace. Pour le pare-soleil devant, bien là, on a un petit bouton et ça descend. Ça, c'est quand même génial. Alors certains s'en sont enfin inspirés, il était temps, j'oserais dire. En tout cas, le Volvo, il n'y a pas de surprise. On est avec un vrai ADN de Volvo, c'est costaud, c'est bien fini. Surtout dans un modèle comme ça, un peu luxueux, hein, puisqu'on a la chance d'avoir les sièges en cuir, enfin pas mal d'options que vous n'aurez peut-être pas tous, soyons clairs. Mais en tout cas, sur ce type de produit, on n'est pas, en tout cas, on n'a pas de mauvaise surprise. Voilà. On se laisse glisser jusqu'à Lyon, on reprend la 6 et on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cet essai. Pour l'instant, conditions météo idéales. Même s'il y a du trafic, on n'a pas été gêné. Dans l'autre sens, ce n'était pas le cas. Dans notre cas, on n'a pas été gêné. Donc en termes de résultats, on devrait être assez proche de la réalité. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, on se laisse glisser, à tout à l'heure. Et juste avant d'arriver sur Mâcon, je viens de passer le péage de Villefranche. Et pour être totalement transparent avec vous, et c'est un peu le but de ces vidéos sur les coulisses des essais, j'ai pris la voie 30 km/h. Ce que l'on fait rarement, puisque normalement on s'arrête de façon à être le plus partial possible. Mais pourquoi j'ai pris la voie 30? Parce qu'évidemment sur d'autres péages, nous sommes fin du mois d'août, c'est les retours de vacances. Et j'ai pas besoin de vous expliquer ce que l'on a sur les routes. Hein. Vous savez, ce truc, cette espèce, le touriste, tu sais, celui qui s'arrête et qui bloque la voie, celui qui avec le camping-car n'arrivera pas à mettre son ticket. Bref, votre quotidien qui est là, le nôtre. Alors pour compenser le péage d'avant où j'avais un joli camping-car qui était tanké au milieu, il m'a fallu reculer, etc. Et ça, soyons clairs, c'est pas bon hein, pour le test, c'est pas bon pour la consommation. J'essaye de compenser par le 30 km/h. Voilà, il faut être le plus neutre possible. Mais en ces périodes estivales ou fin de vacances, c'est parfois compliqué de battre des records parce que franchement, il y a du monde sur la route. Alors c'est vrai, c'est notre quotidien, il faut vivre avec. Mais franchement, quelle patience il nous faut. Allez, on continue, on se retrouve à Mâcon.
Allez, vous reconnaissez le lieu, la magnifique station du centre routier de Mâcon. On fait plein AdBlue et gasoil, mais suivez-moi, juste avant de vous donner les résultats et de faire une petite conclusion, je vais vous montrer les coulisses, c'est aussi ça le but de nos vidéos. Regardez, tous les constructeurs utilisent un système à peu près similaire, déjà des petits réservoirs de façon à ne pas avoir trop de dilatation. Alors on contrôle la température du gasoil, vous voyez, avec des accessoires. Je vous montre vraiment les coulisses entre le matin, l'après-midi, de façon à ce que la température de gasoil n'ait pas une influence sur la dilatation du gasoil. Idem pour les réservoirs. Il y a des petits orifices que l'on vient démonter de façon à remplir au ras-bord, de façon à avoir aucune bulle d'air dans le réservoir. On vient taper de façon à chasser l'air et on vient mettre à fleur de façon à avoir le même résultat le matin et le soir. Idem pour l'AdBlue, on a tout un tas de systèmes de façon à être le plus neutre possible et on fait un ratio entre le plein à plein et le volumètre du camion. Vous voyez, c'est quand même assez sérieux, en tout cas on essaye d'être le plus juste possible et c'est aussi ça que l'on vous fait vivre de l'intérieur. Concernant le camion lui-même, eh bien c'est marqué sur la portière, 460 chevaux, évidemment on n'a pas été collé au siège, c'est un camion plutôt de configuration flotte, hein, mais en tout cas plaisir de conduite. Alors certes, on n'est pas halluciné par la puissance, mais il a fait le boulot. C'est vrai que dans les Alpes, la façon de gérer le passage d'école, perso, je n'ai pas forcément super apprécié, on l'a laissé faire. Dans la vraie vie, on aurait fait des kickdowns, on aurait monté plus vite, mais on aurait eu une incidence sur la conso. La consommation, justement, parlons-en. Volvo nous annonce du 5% de gain avec le aéro. On pourrait se dire, bon, ben ça c'est du discours de constructeur. Ben, ils sont un peu modestes parce que ça fait mieux que 5%, les détails, je vous les dirai. Non, l'aéro, ce n'est pas juste le look qui a changé. Ça change réellement les résultats et je peux vous dire que ce camion, il vient, alors non pas de battre, parce qu'il y a vraiment un millimètre, ça se joue à très peu, mais il est en haut du podium avec le Scania qui avait lui aussi une très bonne consommation. Bien, le Volvo Aero vient d'arriver au sommet. Alors la vitesse commerciale n'est pas la même et il y a quand même une petite incidence aujourd'hui. Vous avez vu sur les vidéos, il y a beaucoup de circulation, donc évidemment ça nous a fait ralentir. Il y a eu pas mal de travaux, ça aussi ça joue sur la vitesse moyenne, mais le Volvo Aero, c'est pas juste un effet de look, croyez-moi, ce design, cette fluidité dans l'air, ça a réellement une incidence sur la consommation. Vous regarderez les chiffres par rapport à notre ancien essai, le 460 FH, qui n'était pas à l'époque aéro, et vous allez voir, la différence, c'est fulgurant. Voilà. Allez, je ne vous en dis pas plus, il nous reste encore quelques images à faire pour le magazine. Soyez prudents, bonne route à tous et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye. En tout cas, l'aéro, il a fait le boulot.